Warren Buffett a vendu Johnson & Johnson, c'est le moment de lâcher l'affaire. Vous avez sans doute entendu ça passer ici dernièrement, vu qu'ils ont publié leur portefeuille ici, voilà, les mouvements de portefeuille ici sur le 3e trimestre. Alors, je veux dire une chose, hein, et il faut qu'on s'entende. On achète pour une seule raison, parce que ça semble être intéressant et qu'il y a peut-être de grandes chances qu'on puisse faire une plus-value, bien dans l'espoir de faire une plus-value par rapport à nos prix d'acquisition. Et on vend pour plusieurs raisons. D'accord? Donc, intéressez-vous plutôt aux achats par rapport aux ventes. OK? Quand quelqu'un achète quelque chose, c'est parce qu'il pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur, qu'il peut faire de l'argent, qu'il peut à peu près récupérer plus que sa mise de départ. Et quand il vend, ça paye pour des raisons de taxes. Ça paye parce qu'il a atteint, le prix a atteint ses objectifs. OK? Ça paye parce que, voilà, il trouve que l'environnement est de plus en plus compliqué. Il y a 4 milliards de raisons derrière. OK? Donc, quand on vous dit ici que oui, Johnson & Johnson les a vendus, déjà, il possédait combien? 0,02%. Et quand on regarde même l'historique des actions de Johnson & Johnson chez Berkshire Hathaway, en fait, il a vendu ces actions-là, la plus grosse partie de ces actions aux alentours de 2011-2012. En fait, il ne possédait plutôt... Il y avait plus rien là. Ça, c'est une position de suivi. C'est quelques centaines de millions, certes, mais voilà, ça reste une position de suivi sans plus. OK? Donc, c'est un non-événement. Maintenant, pour Johnson & Johnson, j'ai fait une note d'analyse dernièrement. La note d'analyse étant basée sur ma lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call, qu'est-ce que je pensais de cette compagnie-là au-delà des chiffres. La note est disponible sur la chaîne. Vous tapez juste Top Invest, note d'analyse, vous allez la retrouver. La dernière vidéo qu'on a fait ici, c'était aux alentours de... comment on appelle ça? C'était aux alentours ici du mois de juillet. Donc, si on tape ici Johnson, vous avez la note d'analyse de Johnson & Johnson ici qui date du mois de février. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un avis autre que sur les chiffres, comme je l'ai dit, ça, c'est le genre de choses que moi, j'aime. Les chiffres, c'est bien, mais vous ne serez jamais serein à long terme si votre analyse est essentiellement basée sur des chiffres quantitatifs. C'est important d'avoir les chiffres avec nous, mais le qualitatif vient également. Il faut à peu près comprendre ce que l'entreprise fait. Moi, j'aime bien Johnson & Johnson. Même si je n'aime pas les pharmaceutiques, c'est peut-être l'une des pharmaceutiques que je peux aimer parce qu'elle a deux business. Elle a le segment MedTech ici, qui est essentiellement ici des instruments médicaux, etc., l'équipement, etc. OK? Et vous connaissez également qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité. Pour ceux qui ne le savent pas, ou bien ceux qui ne sont pas abonnés à la Top Newsletter, il y a quelque temps, j'ai partagé une note d'analyse ici sur le segment des laboratoires pharmaceutiques, dans ce qui concerne ici Johnson & Johnson. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page-ci. Vous vous abonnez à la Top Newsletter pour recevoir les prochaines et pour recevoir la note d'analyse sectorielle ici pour les laboratoires pharmaceutiques. N'oubliez pas de la prendre ici au niveau des free notes. OK? Donc, on revient donc sur une autre analyse de Johnson & Johnson. Notre analyse quantitative, qu'on ne va pas appeler fondamentale, parce que le fondamental, c'est le quantitatif et le qualitatif. OK? Donc, première chose qu'on regarde, croissance des revenus. Pourquoi? Sans doute, il y a eu des acquisitions ici, organiques également. Voilà, on en a déjà parlé. Ensuite, marge brute, stabilité ou croissance. On a une marge brute quand même qui est en dents de chiffre, mais attention, c'est 65% le plus bas. Le plus haut ici, c'est 72%. Il y a à peu près 7% de différence. Donc, quand on voit ça comme ça, on va se dire que c'est beaucoup, mais en fait, c'est presque rien. Les marges brutes la marge brute est stable, en fait. Elle est plutôt stable. OK? Mais il faut également comparer avec la marge EBITDA. La marge EBITDA est croissante. Donc, si on prend juste la marge brute, on n'aura pas la bonne information. Il faut également prendre la marge EBITDA. Et on voit clairement ici que ça tire vers le haut. Et on aime ça. Ensuite, on va regarder quoi? On va regarder si les net income et les free cash flow parlent le même langage. Net income, c'est ceci. Et free cash flow, c'est ça. Et quand on met ça sur le même graphique, vous constatez ici que net income et free cash flow font dans le même sens. Donc, si elle gagne $100 en bénéfice net, elle obtient $100 en free cash flow. On aime ça. C'est-à-dire également que les multiples de valorisation ici, vu les marges, la croissance, on va avoir tendance à payer des multiples assez élevés, normalement. Mais ça, c'est sans compter sur le secteur en général en date d'aujourd'hui. Vous êtes au courant du patent cliff. On en a parlé sur les précédentes notes d'analyse sectorielle il y a quelques mois. Donc, si vous ne les avez pas reçues,
Peut-être que vous allez les retrouver dans les free notes. OK? Donc, vous savez à peu près ce qui se passe dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir dessus. OK? Ensuite, on va juste regarder les bénéfices nets, price to earning, histoire de voir ici combien de fois les bénéfices on paye. Moi, je vais vous dire, on sort aux alentours de 15, 17 fois par là. OK? Donc, la médiane, next 12 months, on a à peu près ici un business qui se paye à 16, 17 fois les bénéfices. Je prendrai 17 fois les bénéfices. OK? Actuellement, il s'est négocié à 14 fois les bénéfices des 12 prochains mois. Donc, on va prendre ce 17 fois les bénéfices et on va regarder, avant d'évaluer cette compagnie, on va quand même regarder d'abord la dette nette. La dette nette augmente ou diminue? On a une dette nette de 0,2 ici. Presque rien du tout. OK? Et quand on regarde ça, dette nette du point de vue volume, on a à peu près quelque chose en tout de 6 milliards 400. Presque rien du tout. Rappelez-vous, en termes de free cash flow, c'est à peu près 15 milliards aujourd'hui. Oh, il me semble qu'elle a fait un spin-off ici de Kenvue. Et je vous avais dit que Kenvue, et depuis le début, je vous disais que sur les précédentes notes d'analyse sectorielle, je vous disais que c'est un trend qui est de plus en plus commun chez les pharmaceutiques. Sanofi l'a fait également dernièrement. C'est totalement normal parce qu'ils veulent se concentrer sur les médicaments spécialisés. OK? Je vous ai également dit sur la dernière note d'analyse sectorielle qu'aux États-Unis, ils commencent à mettre de plus en plus l'œil sur l'augmentation des prix des médicaments. Faites très attention. OK? Donc, c'est peut-être qu'également, quand il y a des nuages gris à l'horizon, le marché ne va pas avoir tendance à payer de gros multiples. Donc, le secteur rencontre plusieurs difficultés aujourd'hui. OK? Donc, il faut faire très attention. Donc, quand on prend à peu près 17 fois les bénéfices, etc., maintenant, le nombre d'actions ici, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Est-ce que c'est judicieux de le faire? Je dirais que oui. Pour une entité comme Johnson & Johnson, qui s'échange en dessous de 17 fois les bénéfices, 20 fois même, elle devrait racheter ses actions. OK? C'est une bonne décision. Donc, de ce côté-là, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, on va terminer ici par notre évaluation quantitative. Qu'est-ce que ça nous donne? Et comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez recevoir les prochaines notes d'analyse sectorielle, vous allez en description de la vidéo sur la top newsletter. Et si vous voulez recevoir celle qu'on a envoyée précédemment, en tout cas, vous pouvez, celle sur les laboratoires pharmaceutiques, vous allez en bas de page au niveau des free notes. OK? Alors, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Nous avons un business ici qui est assez prévisible. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? 100% du temps, ils ont raison. OK? Si on achète cette compagnie-ci par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, à 17 fois les bénéfices, ça fait à peu près $191. $191 moins la dette nette. Est-ce que ça vaut même la peine de prendre cette dette nette-là? Parce qu'en fait, c'est ridicule. Il n'y a presque rien ici. Elle peut repayer la dette nette ici 2 fois. Elle peut le faire ici 2 fois juste avec les free cash flow. Donc, nous avons une entité ici qui est légèrement sous-évaluée. Et si les planètes s'alignent d'ici 2025 et qu'on arrive à payer et qu'on le marché nous l'achète à $191, ça nous fera un rendement ici de 28%. Soit sur les deux derniers ici, avec 100 dividendes réinvestis de 12,62%. D'accord? Ça, c'est dans un environnement ici, si ça arrive, bien sûr. Mais n'oubliez pas, le plus important pour nous, c'est d'acheter une compagnie ici pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement. Est-ce que, en achetant cette compagnie-ci à $149 l'action, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, sous condition que 2025, les bénéfices nets de $11,27, soient au moins à ces niveaux pour les années à venir. OK? Ça donne un rendement ici de 7,56%. Un peu moins que ce qu'on recherche généralement. Mais on n'est pas à l'abri d'une prochaine acquisition. On n'est pas à l'abri de la découverte d'un nouveau médicament ou quoi que ce soit. Mais pour moi, je ne pense pas qu'on surpaye pour du Johnson & Johnson. C'est également une compagnie pour ceux qui recherchent un rendement ou une rente ici passive. Vous pouvez, au prix actuel, ça semble être intéressant. Si elle voudrait vous distribuer la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 6,79%. OK? Et il y a de grandes chances qu'on continue à avoir une croissance ici. Donc, pour moi, Johnson & Johnson reste légèrement sous-évalué, mais qui connaît ses propres problèmes. Il faut faire très attention, ne pas être très, très pessimiste sur ce secteur, ni trop optimiste non plus. OK? Donc, toujours au cas par cas, lecture des rapports financiers, écoute des conférences call
Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas le lien dans la description de la vidéo pour avoir à peu près ma note d'analyse sectorielle sur les laboratoires pharmaceutiques. Et je vous ai déjà dit comment est-ce que vous pouvez faire pour y avoir accès. Et on se dit à bientôt. Merci.